Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous explorons les esprits brillants qui ont marqué l'histoire de la guerre. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'Ivan Koniev, le maréchal soviétique qui, grâce à son leadership sur le front de l'Est, a joué un rôle crucial dans la défaite de l'Allemagne nazie. Son intelligence stratégique et sa détermination l'ont élevé au rang des plus grands tacticiens de la Seconde Guerre mondiale. Avant de poursuivre cette histoire fascinante, soutenez notre cause en laissant un like et en vous abonnant à Stratégos. Chaque clic nous permet de continuer à raconter les exploits des grandes figures de l'histoire militaire. En avant, frères! Que commence l'histoire d'Ivan Koniev? Première partie. Enfance, jeunesse et ascension dans la Révolution. Ivan Koniev est né le 28 décembre 1897 à Lodeïno, un petit village de la province de Kostroma, au nord de Moscou. Il était le deuxième de 4 enfants d'une famille de paysans. Son père, Mikhaïl, travaillait la terre avec des mains endurcies par des années passées à labourer sous le soleil, tandis que sa mère, Evdokia, faisait l'impossible pour nourrir la famille en pleine période de pénurie. C'était un monde rude, où l'hiver recouvrait les champs de son manteau blanc, et où la lutte quotidienne était aussi inévitable que le lever du soleil. Koniev grandit au sein des traditions paysannes, mais aussi dans la pauvreté et l'incertitude. Dès son plus jeune âge, Ivan montra un caractère déterminé. Lorsqu'il ne travaillait pas dans les champs, il fréquentait une école rurale où il apprit à lire et à écrire, des compétences rares à une époque où l'analphabétisme dominait les villages russes. Bien que les opportunités fussent limitées, ses premières leçons éveillèrent en lui une curiosité pour l'apprentissage et un désir de progrès qui allait marquer sa carrière. Mais la vie était loin d'être facile. La famille Koniev subissait les conséquences d'une Russie marquée par les inégalités et les tensions sociales, qui atteignaient alors leur paroxysme. Pour Ivan, ces circonstances allaient forger un caractère résilient et une empathie envers les opprimés. Une vision qui façonnerait plus tard son engagement révolutionnaire. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, la vie rurale de Lodeïno fut bouleversée par l'appel sous les drapeaux. Ivan, qui venait tout juste d'avoir 19 ans, fut enrôlé en 1916 pour servir dans l'armée impériale russe. Il fut envoyé sur le front occidental, où il fit face à la brutalité de la guerre moderne. Des tranchées boueuses infestées de vermine, des bombardements incessants et un ennemi invisible qui rôdait au loin. Imaginez un jeune paysan, habitué aux vastes plaines russes, plongé dans le chaos du front. Pour Koniev, la guerre ne fut pas seulement une expérience traumatisante, mais aussi une révélation. Il y découvrit la détresse des soldats et l'incompétence des commandements impériaux. Les défaites répétées de l'armée russe, combinées au manque de ravitaillement et à un leadership défaillant, nourrissaient un mécontentement grandissant parmi les troupes. Koniev n'échappait pas à ce sentiment. Comme beaucoup de ses camarades, il commença à remettre en question le système qui les avait jetés dans une guerre insensée. Dans les tranchées, les discussions sur la révolution, l'égalité et le changement prirent une ampleur considérable. En 1917, la révolution ébranla les fondations de l'Empire russe. Le tsar Nicolas II abdiqua, marquant l'effondrement de l'ancien ordre. Pour Koniev, ce fut un moment décisif. Désillusionné par le régime tsariste et ses échecs, il adopta rapidement les idées révolutionnaires qui promettaient un avenir nouveau pour la Russie. Avec la formation de l'armée rouge en 1918, Ivan Koniev s'engagea comme volontaire. C'était une armée encore jeune, mais animée d'un fervent enthousiasme idéologique, dirigée par des figures comme Léon Trotsky et investie d'une mission cruciale, défendre la révolution contre ses ennemis, tant internes qu'externes. Pour Koniev, rejoindre l'armée rouge n'était pas seulement une décision militaire, mais une déclaration de principe. C'était le début d'un engagement qui le mènerait à devenir l'un des généraux les plus importants du XXe siècle. Pendant la guerre civile russe, 1918-1921, Koniev se distingua par son courage et ses talents d'organisateur. Affecté à diverses unités sur des fronts clés, il commença à développer les compétences tactiques et stratégiques qui le rendraient célèbre par la suite. Il participa à des opérations contre l'armée blanche
et d'autres factions cherchant à renverser le gouvernement bolchevique. Dans les batailles de la guerre civile, Koniev fit preuve d'une combinaison de discipline de fer et d'ingéniosité tactique. Malgré ses origines modestes, il gravit rapidement les échelons, gagnant le respect de ses supérieurs et de ses hommes. L'un des moments clés de cette période fut son rôle dans la défense de zones stratégiques en Sibérie contre les forces de l'amiral Kolchak, l'un des principaux chefs de l'armée blanche. La capacité de Koniev à organiser des opérations logistiques complexes dans des conditions extrêmes le démarqua des autres officiers de son époque. La guerre civile fut un véritable terrain d'apprentissage pour Koniev. Il y acquit des leçons essentielles en matière de commandement. L'importance de la discipline, du moral des troupes et de la nécessité de s'adapter rapidement aux circonstances changeantes. Ces expériences façonnèrent sa vision de commandant, toujours tournée vers l'efficacité et le pragmatisme, plutôt que vers l'idéologie pure. Bien qu'il ne fût pas un politicien de nature, Koniev comprit très tôt la nécessité de s'aligner sur les idéaux du parti. Cet équilibre entre loyauté envers l'État et approche militaire professionnelle lui permit de gagner en reconnaissance, mais limita également son autonomie dans un système où le contrôle politique était omniprésent. Au cours de cette période, Ivan Koniev cessa d'être simplement un paysan devenu soldat. Il se transforma en un véritable leader, capable d'inspirer et de diriger des milliers d'hommes dans la défense d'une cause qui, à ses yeux, représentait l'avenir de la Russie. Lorsque la guerre civile prit fin en 1921, Ivan Koniev n'était plus le jeune paysan qui avait quitté l'Odeïno. Il avait traversé le front de la Première Guerre mondiale, adopté les idées de la Révolution et prouvé sa valeur au sein de l'Armée rouge. Son ascension ne faisait que commencer, une carrière qui le mènerait aux plus hautes sphères du commandement de l'armée soviétique. Deuxième partie, consolidation dans l'Armée rouge. Après la fin de la guerre civile en 1921, la Russie soviétique était en ruine. Les usines étaient dévastées, les champs abandonnés, et la guerre avait laissé des cicatrices profondes sur la société. Pour Koniev, cependant, ce fut une période de reconstruction personnelle et professionnelle. À 24 ans, il décida de se consacrer entièrement à sa carrière militaire, convaincu que l'Armée rouge n'était pas seulement le défenseur de la Révolution, mais aussi le pilier de sa survie. Dans les années 1920, Koniev gravit progressivement les échelons de l'Armée rouge. Bien qu'il soit issu d'un milieu paysan et qu'il ne possède pas le raffinement d'autres officiers, il se distinguait par sa discipline et son pragmatisme. Il fut envoyé dans plusieurs académies militaires soviétiques, dont la prestigieuse Académie militaire Frunze, où il révéla un talent naturel pour la stratégie et l'organisation tactique. C'était un élève assidu, connu pour ses longues heures d'études et sa volonté d'apprendre des vétérans de la Révolution. Dans une armée rouge encore en pleine construction, des figures comme Koniev représentèrent l'avenir, des officiers alliant ferveur idéologique et compréhension moderne de la guerre. Une fois sa formation terminée, Koniev occupa des postes administratifs et de commandement dans différentes régions, démontrant une capacité exceptionnelle à réorganiser des unités démoralisées et à améliorer leur efficacité. À cette époque, l'Armée rouge évoluait, passant d'une force révolutionnaire improvisée à une institution militaire professionnelle. Koniev s'intégra parfaitement dans cette transformation. Les années 1930 marquèrent un tournant dans l'histoire de l'Union soviétique. Alors que Staline consolidait son pouvoir, les purges politiques et militaires se propagèrent comme un incendie incontrôlable. Entre 1937 et 1938, l'Armée rouge subit un choc dévastateur. Des milliers d'officiers furent arrêtés, exécutés ou envoyés au goulag sous l'accusation de trahison. Parmi les victimes, figuraient certains des stratèges les plus brillants de la Révolution. Dans ce climat de paranoïa, survivre nécessitait non seulement une loyauté inébranlable, mais aussi une habileté politique aiguisée. Koniev non seulement survécut, mais en ressortit renforcé, un exploit remarquable à une époque où la confiance était devenue une ressource rare. La clé de sa survie résidait dans son profil politique relativement discret. Bien qu'il fût loyal au parti, Koniev n'était ni un leader charismatique, ni une figure publique proéminente susceptible d'attirer l'attention des officiers du NKVD. De plus,
sa dévotion au service militaire et sa capacité à exécuter les ordres sans les remettre en question le rendirent inestimable à un moment où l'armée rouge avait besoin d'officiers compétents pour combler les postes vacants laissés par les purges. L'impact des purges sur l'armée fut désastreux. Cependant, pour des figures comme Koniev, elles représentèrent une opportunité d'ascension rapide dans la hiérarchie militaire. Même si cela ne fut jamais publiquement reconnu, l'élimination de concurrents plus expérimentés permit à de jeunes officiers prometteurs d'accéder à des postes stratégiques. Pour Ivan Koniev, cette période fut marquée par une extrême prudence. Chaque décision, chaque parole et chaque regard comptaient. Mais son instinct de survie, combiné à sa discipline militaire, lui permit de rester à flot dans un océan d'incertitudes. En 1938, Koniev reçut sa première grande affectation, commandant d'un district militaire en Sibérie. Cette région, réputée pour son immensité et ses conditions extrêmes, représentait un défi logistique et stratégique de taille. Pourtant, Koniev ne considéra pas cette mission comme une punition, mais comme une opportunité de prouver sa valeur. La Sibérie était bien plus qu'un poste isolé. C'était un laboratoire de la guerre moderne, un terrain d'expérimentation où Koniev pouvait tester de nouvelles tactiques et réorganiser des unités en prévision des conflits futurs. Durant cette période, Koniev commença à développer et perfectionner des stratégies de guerre en conditions extrêmes, des manœuvres de mobilité rapide et des techniques de défense en profondeur. Ces méthodes n'étaient pas seulement adaptées aux difficultés sibériennes, elles anticipaient aussi les défis que l'armée rouge allait affronter pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus de ces innovations tactiques, Koniev fit preuve d'un leadership efficace en réorganisant et modernisant les unités sous son commandement. Il insistait sur la discipline et l'entraînement rigoureux, mais savait aussi gagner la loyauté de ses hommes en se souciant de leur bien-être, une qualité qui le distinguerait tout au long de sa carrière. Cette mission en Sibérie renforça la réputation de Koniev en tant qu'officier fiable et compétent. Bien qu'il ne fût pas un stratège visionnaire comme Zhukov ou Timoshenko, Koniev se démarquait par son approche méthodique et pragmatique, le rendant idéal pour commander dans des situations complexes. Alors que Staline observait avec méfiance de nombreux généraux, Koniev réussit à gagner la confiance du haut commandement soviétique. Ce n'était pas un homme de discours ni un ambitieux politique. Son seul objectif était d'accomplir ses missions militaires. Cette loyauté et ce professionnalisme furent récompensés par des affectations plus importantes, même si rester dans le système soviétique impliquait toujours de naviguer avec prudence. Lorsque Ivan Koniev quitta la Sibérie pour prendre de nouvelles fonctions dans l'armée rouge, il ignorait encore que le plus grand défi de sa vie approchait, la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les années passées à se forger comme commandant, à survivre aux purges et à diriger dans des conditions extrêmes l'avaient préparé à l'épreuve à venir. Troisième partie, Seconde Guerre mondiale, de Moscou à Koursk. Lorsque l'Allemagne lança l'opération Barbarossa en juin 1941, l'Union soviétique fut prise au dépourvu. Les troupes allemandes avancèrent rapidement, écrasant les forces soviétiques sur leur passage et menaçant de capturer Moscou avant l'hiver. C'est dans ce contexte qu'Ivan Koniev fut nommé commandant du front occidental, l'une des lignes défensives les plus critiques pour la survie du pays. La Wehrmacht avançait avec une férocité implacable, laissant derrière elle une traînée de destruction. Pour Koniev, le défi était monumental. Réorganiser des troupes démoralisées, coordonner des défenses improvisées et gagner du temps pour renforcer Moscou. Malgré des ressources limitées, Koniev fit preuve d'une capacité de commandement impressionnante. Il organisa des lignes de défense en utilisant tout ce qui était disponible, soldats, civils et même des restes de machines agricoles reconvertis en barricades. Cependant, les Allemands réussirent à encercler une grande partie de ses forces à Vyazma, infligeant une défaite catastrophique qui coûta des centaines de milliers de pertes soviétiques. Ce fut un coup terrible, mais Koniev en tira une leçon essentielle. La guerre contre l'Allemagne serait une lutte d'endurance et de ruse. Bien qu'il ait été relevé de son commandement après Vyazma, Staline lui confia rapidement un nouveau poste à la tête du front de Kalinin, où il eut l'opportunité de se racheter. Lors de la contre-offensive hivernale de 1941-1942,
Koniev joua un rôle clé dans l'opération qui permit d'arrêter les Allemands aux portes de Moscou. Sous un froid glacial, les forces soviétiques repoussèrent les troupes d'Hitler, marquant la première grande défaite de la Wehrmacht dans la guerre. Pour les soldats soviétiques, cette victoire raviva l'espoir. Pour Koniev, elle confirma que l'ennemi pouvait être vaincu, bien que le prix à payer fût terrible. Après la défense de Moscou, Koniev fut affecté au commandement de la région de Rzhev, surnommée la chaudière de la mort, en raison de l'extrême violence des combats. La bataille de Rzhev, menée entre 1942 et 1943, consistait en une série d'opérations soviétiques visant à débouter les Allemands de leurs positions fortifiées. Rzhev était un enfer sur terre. Les champs étaient minés, les tranchées boueuses et l'artillerie tonnaient sans répit. Koniev devait non seulement affronter l'ennemi, mais aussi composer avec les limites de son propre armée. Bien que les Soviétiques aient réalisé quelques avancées, les opérations à Rzhev furent extrêmement coûteuses. Le manque de coordination entre les différents fronts et la résistance acharnée des Allemands transformèrent la bataille en un bourbier sanglant. Koniev reçut des critiques du haut commandement pour les pertes élevées, mais aussi une reconnaissance pour avoir maintenu la ligne et usé l'ennemi. Rzhev fut une épreuve amère pour Koniev, mais aussi une école de commandement. Il apprit à équilibrer les exigences du haut commandement avec la réalité du terrain, une compétence qui se révélerait cruciale dans les années suivantes. La bataille de Koursk, à l'été 1943, fut l'affrontement décisif entre les forces soviétiques et allemandes sur le front de l'Est. Les Allemands lancèrent l'opération Zitadelle, une attaque massive visant à briser les défenses soviétiques autour d'un vaste saillant près de Koursk. Ivan Koniev, à la tête du front de la steppe, joua un rôle central dans la planification et l'exécution de la défense soviétique. Koursk n'était pas une simple bataille. C'était un duel de titans, la plus grande confrontation de chars de l'histoire. Koniev, aux côtés d'autres généraux comme Zhukov et Rokossovski, mit en place une défense en profondeur destinée à absorber l'attaque allemande avant de contre-attaquer avec une force écrasante. Les tactiques de Koniev furent décisives dans la phase finale de la bataille. Alors que les Allemands épuisaient leurs forces dans des assauts frontaux, les réserves soviétiques, organisées par Koniev, passèrent à l'offensive, repoussant les envahisseurs vers Orel et libérant de vastes territoires occupés. Le succès à Koursk marqua un tournant décisif dans la guerre. À partir de ce moment, l'initiative stratégique passa entre les mains de l'armée rouge. Pour Koniev, Koursk fut la consécration de ses années d'apprentissage sur le champ de bataille. Il s'était révélé non seulement comme un défenseur acharné, mais aussi comme un stratège audacieux, capable d'exploiter les faiblesses de l'ennemi. Au fil des combats, Koniev évolua, passant d'un commandant efficace à un chef visionnaire. Il apprit à travailler en équipe avec les autres généraux soviétiques, s'adaptant au style de commandement centralisé mais flexible qui caractérisait l'armée rouge à cette phase du conflit. Koniev n'était pas un chef facile. Il était exigeant, souvent dur avec ses subordonnés, mais toujours focalisé sur les objectifs stratégiques. Ses troupes le respectaient, non seulement pour son rigorisme, mais aussi parce qu'elles savaient qu'il partageait leurs sacrifices et les épreuves du front. Entre 1941 et 1943, Ivan Koniev passa du statut de général défendant Moscou à celui d'architecte de la victoire soviétique à Koursk. Sa capacité à tirer des leçons des défaites, à s'adapter aux circonstances et à commander dans les conditions les plus extrêmes fit de lui une figure incontournable de la Seconde Guerre mondiale. Quatrième partie. L'avancée vers Berlin. En 1944, Ivan Koniev commandait le premier front ukrainien, l'un des plus importants de toute la guerre. Sa mission était de libérer les territoires occupés en Ukraine et de progresser vers l'Europe centrale, ouvrant ainsi la voie vers l'Allemagne. La libération de Kiev marqua le début d'une série de victoires stratégiques pour Koniev. Grâce à une approche méticuleuse et agressive, il mena des opérations qui non seulement chassèrent les Allemands, mais sécurisèrent également des points clés pour l'avance soviétique. La bataille de Kiev, menée en novembre 1943 et consolidée en 1944,
fut un triomphe tactique qui démontra la capacité de Koniev à coordonner les forces d'infanterie et de blindés. Son plan minutieux permit de briser les lignes défensives allemandes, garantissant ainsi la libération de l'une des premières grandes villes reconquises par les Soviétiques. Après Kiev, Koniev concentra ses efforts sur la Pologne, où il dut faire face à une résistance allemande de plus en plus désespérée. Les offensives à Lviv et Sandomierz mirent en lumière sa capacité à intégrer de nouvelles tactiques acquises tout au long de la guerre, notamment l'usage massif de l'artillerie pour ouvrir la voie aux blindés. Lors du passage de la Vistule, Koniev fit preuve d'une grande capacité d'improvisation. Il parvint à surmonter des fortifications allemandes apparemment imprenables en lançant des attaques simultanées sur plusieurs fronts, ce qui épuisait les défenses ennemies. Durant cette période, Koniev collabora étroitement avec d'autres commandants soviétiques, notamment Georgi Zhukov. Bien qu'ils fussent alliés dans la cause, leur relation était marquée par une rivalité constante, particulièrement à l'approche de la fin de la guerre, lorsque la prise de Berlin devint l'objectif principal. En 1945, le premier front ukrainien, sous le commandement de Koniev, reçut une mission cruciale: libérer la Tchécoslovaquie et avancer vers l'Allemagne par le sud. Ce front, essentiel pour assurer les routes de ravitaillement et empêcher toute contre-attaque allemande depuis les Alpes, exigeait une combinaison de rapidité et de précision. Koniev mena l'offensive vers Prague, une ville hautement symbolique pour la résistance contre le nazisme. Son armée, composée de vétérans aguerris après des années de combat, dut traverser des obstacles naturels et des fortifications allemandes pour libérer la capitale tchèque. La libération de Prague, en mai 1945, fut réalisée en coordination avec les forces alliées, marquant l'un des derniers actes de la guerre en Europe. Koniev géra l'occupation des territoires tchèques avec une combinaison de fermeté militaire et de diplomatie, garantissant ainsi que le contrôle soviétique soit solidement établi dans la région. Cependant, alors que Koniev consolidait son succès en Tchécoslovaquie, la course vers Berlin battait son plein. Au début de 1945, le haut commandement soviétique conçut l'offensive finale contre Berlin, répartissant les responsabilités entre Zhukov et Koniev. Tandis que Zhukov dirigerait le premier front biélorusse, avançant directement vers Berlin par l'est, Koniev recevait la mission d'attaquer depuis le sud avec son premier front ukrainien. La relation entre Zhukov et Koniev avait été complexe tout au long de la guerre. Tous deux étaient des généraux brillants, avec des styles différents, mais tout aussi efficaces. La prise de Berlin ne représentait pas seulement la fin du Troisième Reich, mais aussi une opportunité de s'imposer comme le héros de la victoire soviétique. En avril 1945, les troupes de Koniev avancèrent rapidement, franchissant l'Oder et affrontant la résistance désespérée des forces allemandes. À mesure qu'elles se rapprochèrent de Berlin, les tensions entre Zhukov et Koniev s'intensifièrent. Staline, conscient de cette rivalité, permit aux deux généraux de compétitionner pour voir qui atteindrait le centre de la ville en premier. Dans les derniers jours d'avril, les troupes de Koniev capturèrent d'importants faubourgs au sud de Berlin. Cependant, l'assaut final sur le Reichstag revint à Zhukov. Bien que Koniev ait joué un rôle clé dans l'opération, la gloire symbolique de la prise du cœur du Reich revint à son rival. Malgré cela, la contribution de Koniev à l'offensive de Berlin fut immense. Son front neutralisa d'importants groupes de résistance allemande sur le flanc sud, empêchant toute possibilité de contre-attaque et garantissant une victoire totale pour l'armée rouge. Avec la reddition allemande en mai 1945, Koniev émergea comme l'un des principaux architectes de la victoire soviétique. Bien que son rôle à Berlin ait été quelque peu éclipsé par la notoriété de Zhukov, ses succès en Ukraine, en Pologne et en Tchécoslovaquie consolidèrent sa réputation de stratège brillant et de leader infatigable. Koniev ne recherchait pas la gloire individuelle. Pour lui, la victoire soviétique était un effort collectif. Cependant, il est indéniable que sa capacité à commander, à s'adapter et à surmonter d'énormes défis fit de lui une figure clé dans les dernières années de la guerre. Ivan Koniev ne fut pas seulement un général, il fut un symbole de la résistance soviétique dans les moments les plus sombres de la guerre. Des rues dévastées de Kiev aux champs en flammes de Berlin, son leadership contribua à changer le cours de l'histoire. Mais qu'advint-il de lui après la guerre? Cinquième partie. L'après-guerre,
carrière politique et héritage. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ivan Koniev fut nommé gouverneur militaire dans plusieurs régions occupées par l'Union soviétique, y compris en Tchécoslovaquie. Ce nouveau rôle exigeait bien plus que des compétences militaires. Il devait désormais agir en administrateur et en stratège politique, chargé de consolider l'influence soviétique en Europe de l'Est. La Tchécoslovaquie, un pays dévasté par la guerre, devint un laboratoire des politiques soviétiques. Sous la supervision de Koniev, les autorités locales furent réorganisées et les partis pro-soviétiques prirent le contrôle du gouvernement. Son approche combinait pragmatisme et la fermeté caractéristique de la politique soviétique. Koniev joua un rôle clé dans l'établissement du régime pro-soviétique tchécoslovaque, facilitant la transition d'un gouvernement de coalition vers un gouvernement entièrement contrôlé par le Parti communiste. Cependant, son administration ne fut pas exempte de tensions. Beaucoup se souviennent de lui pour sa fermeté, mais aussi pour sa capacité à écouter les élites locales lorsque cela servait ses intérêts. En 1956, Koniev revint au centre des événements européens lorsqu'éclata l'insurrection hongroise. Ce soulèvement populaire contre l'occupation soviétique et le gouvernement communiste marqua l'un des moments les plus critiques du début de la guerre froide. L'insurrection hongroise mit à l'épreuve le contrôle soviétique en Europe de l'Est. Koniev, alors commandant du pacte de Varsovie, fut envoyé en Hongrie pour rétablir l'ordre. Bien qu'il n'ait pas directement dirigé l'intervention militaire, son rôle en tant que représentant soviétique fit de lui une figure clé dans la répression du soulèvement. L'intervention soviétique fut brutale, causant des milliers de morts et consolidant le contrôle du bloc de l'Est. Pour Koniev, cet épisode marqua un tournant dans sa carrière. Bien qu'il ait renforcé sa position en tant que fidèle du Kremlin, il fut également associé à la répression des dissidences en Europe de l'Est. La mort de Staline en 1953 ouvrit une nouvelle ère pour l'Union soviétique, et Koniev, comme beaucoup d'autres hauts responsables, ressentit l'impact de ce changement. Sous le leadership de Nikita Khrouchtchev, un processus de déstalinisation fut lancé, affectant nombre de ceux qui avaient été loyaux à l'ancien régime. Pour Koniev, la transition ne fut pas aisée. Bien qu'il ait conservé son poste de commandant du pacte de Varsovie pendant un temps, son influence commença à décliner. L'ère de Khrouchtchev apporta de nouveaux défis et une politique étrangère moins belliqueuse, ce qui plaça de nombreux militaires de l'ancienne garde dans une position inconfortable. En 1962, Koniev participa à la planification des défenses soviétiques durant la crise des missiles de Cuba. Bien que son rôle fût moins visible que durant les années de guerre, son expérience et ses connaissances restaient précieuses pour le Kremlin. Toutefois, avec le temps, il devint clair que son importance dans l'appareil militaire et politique soviétique déclinait progressivement. Finalement, en 1965, Ivan Koniev prit officiellement sa retraite de l'armée. Contrairement à de nombreux contemporains, il réussit à éviter toute purge ou disgrâce, conservant ainsi une image publique respectable. Après son retrait du service actif, Koniev s'installa à Moscou, où il mena une vie paisible mais respectée. Il était fréquemment aperçu lors des défilés militaires et des événements officiels, où sa silhouette imposante évoquait encore les années de la Grande Guerre. Koniev, l'homme qui avait commandé des armées dans certaines des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale, se retrouvait désormais à réfléchir à sa place dans l'histoire. Bien qu'il n'ait jamais rédigé de mémoire détaillée, il est connu pour avoir défendu avec fermeté les décisions qu'il avait prises au cours de sa carrière. Le 21 mai 1973, Ivan Koniev s'éteignit à Moscou à l'âge de 75 ans. Il fut enterré avec les honneurs militaires au cimetière de Novodevitchi, aux côtés d'autres grands dirigeants soviétiques. Sa disparition marqua la fin d'une époque, mais ouvrit aussi le débat sur son héritage. Pour certains, Koniev fut un héros incontestable, un architecte de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour d'autres, son rôle dans la répression de l'insurrection hongroise et sa fidélité au système soviétique en font une figure controversée. Le nom d'Ivan Koniev demeure une figure divisante dans l'histoire. En Russie, il est honoré comme l'un des principaux commandants de la Grande Guerre patriotique,
un symbole de résistance et de victoire. Ces statues ornent encore des places et des rues, notamment dans les régions qu'il a libérées pendant la guerre. Cependant, en Europe de l'Est, son héritage est plus complexe. Dans des pays comme la Hongrie et la Tchécoslovaquie, beaucoup le considèrent comme un symbole de l'oppression soviétique. Ces dernières années, plusieurs statues de Koniev ont été retirées, illustrant ainsi l'évolution des perceptions de son impact historique. Malgré les controverses, son rôle dans l'histoire militaire est indéniable. Il fut un stratège brillant, un leader discipliné et un symbole de la capacité soviétique à surmonter des défis apparemment insurmontables. Ivan Koniev a vécu à une époque marquée par la guerre, la révolution et des changements incessants. Des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale aux coulisses du pouvoir à Moscou, sa vie reflète les tensions et les triomphes d'un siècle tumultueux. Si une leçon doit être tirée de son histoire, c'est que les grands leaders ne sont pas seulement des architectes de victoire, mais aussi des produits de leur temps. Merci d'avoir suivi cette série consacrée à Ivan Koniev. Son histoire nous rappelle la complexité des figures historiques et l'impact durable de leurs décisions. Partagez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour nous accompagner dans de nouvelles explorations de l'histoire.